Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré au foot francilien. Deux actualités importantes la semaine passée, le rachat de l'US Créteil par Xavier Niel et le passage en Ligue 1 du Paris FC suite à son match nul contre le FC Martigues 1-1. Ces actus nous ont donné envie de nous intéresser à cette guerre des milliardaires français sur les clubs de foot francilien et bien sûr sur leurs conséquences sportives. La famille Arnaud, la famille Mullier, Xavier Niel, ils veulent tous une place sur l'échiquier du foot francilien et c'est ce dont on va parler avec nos excellents invités en plateau. En culture, Andersen au Lucernaire, un moment suspendu pour plonger dans l'univers et l'esprit d'Andersen tout en profitant d'un souffle nouveau et d'une belle inventivité de la part de la metteuse en scène qui sera en plateau tout à l'heure. Le Figaro Histoire nous raconte le bazar de la charité, ce terrible incendie. C'était le 4 mai 1897, ça sera en fin d'émission avec Geoffroy Caillé. Et c'est officiel, le Paris FC monte en Ligue 1 suite à son match contre Martigues vendredi soir. Deux clubs de la capitale dans l'élite et déjà une belle promesse de rivalité avec le PSG. Paris réussi donc pour le Paris FC, propriété de la famille Arnaud, alors même qu'un autre rachat lui aussi a été annoncé, c'était mercredi. La star française de la tech Xavier Niel s'offre l'US Créteil, ville dans laquelle il a grandi. Et cette question, posséder un club de foot fait-il partie de la panoplie du milliardaire parfait? On va en parler justement avec nos invités en plateau. Daniel Riolo, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes journaliste et éditorialiste dans l'Afterfoot sur RMC. Vous êtes accompagné en plateau de David Glusman, spécialiste de l'économie du sport. Merci beaucoup. Et en visio, Vincent Chaudel, économiste du sport. Thomas Hennequin, on ne vous présente plus, chroniqueur dans l'émission, journaliste au Figaro TV. On parlera tout à l'heure avec vous du Paris FC. Une réaction déjà, messieurs, sur cette promotion du Paris FC qui gagne sa place pour la Ligue 1. Daniel Riolo. C'est l'un des événements majeurs des dernières semaines dans le foot. D'abord parce qu'on attendait de savoir si, une fois annoncé ce rachat, ça allait se concrétiser par une montée en Ligue 1. Je pense qu'il y avait beaucoup de stress dans le club et dans la famille Arnaud, parce qu'on n'imagine pas autre chose que le succès quand on parle de la famille Arnaud. Et cette montée, elle était extrêmement tendue, parce qu'il y avait Metz qui était également dans le coup. Donc ça s'est fait à une journée de la fin. Donc on peut parler de grande réussite. Alors ça ne fait que 6 mois que la famille Arnaud est à la tête de ce club. Est-ce qu'on en voit déjà les effets? Alors, je pense qu'il y a une dynamique qui a été créée quand ils ont annoncé le rachat, mais il ne faut retirer aucun mérite au patron qui est là depuis des années et qui s'appelle Pierre Ferracci, qui a pris ce club quand il était dans les tréfonds et que personne ne regardait le Paris FC. Et je pense que le binôme a parfaitement fonctionné dans les 6 derniers mois et que quand vous avez une famille comme la famille Arnaud qui arrive quelque part avec son exigence, son image, sa réussite permanente, ça ne peut qu'envoyer des signaux positifs qui ont donné, on va dire, le petit truc en plus pour terminer le travail. Maintenant, il va y avoir la transition. La famille Arnaud va prendre les rênes totales du club dans 1 an et demi, 2 ans. Oui, parce que comment ça marche, concrètement, sans rentrer, les propriétaires. Le propriétaire maintenant, c'est Antoine Arnaud, ça va être lui le patron. La famille Arnaud est propriétaire du club. Pierre Ferracci a vendu le club. Ils vont assurer une forme de transition ensemble. On est en 2025, je crois que c'est saison 2026-2027. Pierre Ferracci va s'en aller, mission accomplie pour lui. Le 2e club à Paris, il a réussi à le construire. Je me souviens que la première fois que je l'ai rencontré, il était en national. Je crois que j'avais eu une pointe d'ironie quand il me parlait du 2e club à Paris. J'ai dit, si vous saviez le nombre de personnes qui m'en ont parlé et qui ont voulu faire ça. C'est vrai? Créteil, Saint-Denis-Saint-Leu, le Red Star, il y a eu Saint-Ouen-Saint-Gratien, il y a eu beaucoup de projets. Le Red Star. Alfortville, le Red Star, c'était vraiment un serpent de mer. C'est vrai que comparé à Londres, le Paris est un peu le parent pauvre en fait de l'Europe. On en parlera. Mais ce que Daniel a dit, c'est vrai que c'était pour moi la reprise du Paris FC, c'est la plus grosse opération de M&A, de fusion-acquisition, de rachat de club depuis le PSG. C'est-à-dire que c'est le changement actionnarial le plus important de ces 10-15 dernières années aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un panachage actionnarial qui est absolument parfait. Il y a non seulement Agageport, donc la holding de la famille Arnaud, qui est majoritaire, il y a toujours Pierre Ferracci qui, en operating partner, avec cette connaissance terrain, avec son réseau qui a 30%, et Red Bull qui va aussi accompagner, qu'à je crois 10%, qu'à 15%, qui va pouvoir justement apporter son savoir-faire. Donc s'il y avait un schéma actionnarial idéal, c'est celui-là qu'il faudrait copier. Ce serait vraiment celui-là. Et il a été concrétisé par la montée. Parce Exactement. que s'il n'y avait pas eu montée... On se serait dit quoi? Je
crois que la famille Arnaud est arrivée pour le temps long. Je crois que le message qu'ils tiennent à faire passer, je pense qu'une fois le championnat terminé, ils vont communiquer pour des annonces et les intentions et la concrétisation de l'investissement. Je pense que le message qui va être passé, c'est la volonté de s'installer, de construire dans le temps long. Mais c'est mieux de se proposer d'avoir le temps en étant en Ligue 1. Si ils étaient restés en Ligue 2, c'est dur de monter de la Ligue 2 à la Ligue 1, il n'y a que 2 places, vous avez des concurrents, qui est pas favorable, il y a une période qui est compliquée à la fin de la saison, la bataille est rude, même si vous mettez de l'argent, ça peut s'avérer compliqué. Mais ils avaient aussi la pression financière, parce que quand on regarde les états financiers du Paris FC, il y avait quand même beaucoup d'investissements. Il y avait une masse salariale l'année dernière qui était à 125% du chiffre d'affaires. Il faut que ça paye. Il y a eu des grosses dépenses. Et même au mercato d'hiver, ils ont fait le choix de maintenir l'entraîneur, le choix de maintenir l'effectif. Ils ont juste rajouté Mathieu Cafaro, qui était une valeur sûre de Ligue 1, Ligue 2, mais ils ont fait ce choix d'avoir la subtilité et l'intelligence de ne pas chambouler l'équipe en place. Mais on aurait pu aussi le reprocher en disant mais Antoine Arnaud arrive, il était bien placé. Et vous n'avez pas mis l'argent pour assurer le coup. Il n'aurait pas pu assurer la montée, évidemment. Ouais. Donc c'était un risque également. Et puis le foot est un business très particulier. Dont on va parler en effet. Vous pouvez mettre de l'argent. Ça ne veut pas dire que ça va marcher. La réussite, elle n'est pas garantie à 100%. Donc c'est pour ça qu'il vaut quand même mieux être arrivé en Ligue 1 vite, parce que maintenant, je pense qu'ils se sont donné du temps et ils vont pouvoir construire, puisqu'ils voulaient du temps et qu'ils veulent communiquer autour du temps qu'ils vont se donner. Ils ont les reins solides pour envisager la suite. Je pense que c'est la meilleure des nouvelles. Dans un premier temps, rester en Ligue 1, s'installer, et évidemment à terme, on ne peut pas imaginer que la famille Arnaud est venue pour faire de la figuration dans le football. Quand on connaît leur réussite, leur image, leur exigence, ce qu'ils sont dans leur domaine de prédilection au départ dans le monde. Ils ont les plus hautes ambitions. Moi, je ne sais pas s'ils ont les plus hautes ambitions. Je ne vois pas comment il peut en être autrement. Mais après c'est aussi le business du football. Le football, il y a énormément d'ego et énormément de réverbération. C'est-à-dire que le football, les clubs de football, c'est des petites PME, mais qui ont un rayonnement national, voire international. Quand on est actionnaire d'un club de football, au final, on génère... petites PME le Paris FC, c'est... on génère un chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires d'une grosse entreprise de construction locale. On est d'accord qu'on ne peut pas imaginer la famille Arnaud venir pour être 10e de Ligue 1. C'est pour ça que j'abonde dans ton sens, Daniel. Mais rapidement, ils vont certainement se prendre au jeu aussi. Mais après, ça va avoir un coût assez certain. La première des choses sera d'éviter la folie, puisque tous les gens qui viennent mettre de l'argent dans le football deviennent fous. Et on en a vu. Tous fous. On peut écrire des livres là-dessus. Pourquoi ils deviennent fous ? Mais pour moi, c'est l'exposition. Parce que les batailles d'ego, parce que l'exposition, parce que cette incertitude et toutes ces choses qu'on ne maîtrise pas, alors que dans un business normal, globalement, si vous travaillez bien, vous êtes censé le maîtriser. Et l'aléa sportif, parfois, vous ne le maîtrisez pas. Et c'est l'aléa qui rend fou. Regardez l'exposition médiatique aussi, même si ils sont habitués. Mais je ne vais pas donner des exemples pour ne pas les froisser, mais qui, dans leur vie professionnelle, ont eu une carrière absolument remarquable, en sont à dire, mais regardez, une décision arbitrale nous coûte X millions. Alors qu'avant cette décision arbitrale, il y a eu 250 mauvaises décisions de sa part qui, justement, détérioraient la situation sportive. Donc, ça fait perdre complètement la tête, toute rationalité. Vincent Chaudel, justement, on parle de ce lien finalement entre investissement et derrière entre réussite, en tout cas sur le terrain. Est-ce qu'il y a une corrélation ? Comment est-ce qu'on l'analyse ? Le football, et ça a été dit par David et Daniel, est un secteur très particulier. C'est un secteur où on ne gagne rarement de l'argent dans son activité, on gagne à la revente, si on en gagne. Tout simplement parce qu'on est dans un système en Europe ou dans le monde en dehors des États-Unis où on a ce qu'on appelle l'ascension-relégation. Donc là, le Paris FC monte en Ligue 1, tant mieux pour eux, mais un club qui redescend, par exemple, là, ça va être le cas de Montpellier, eh bien, ça a un impact terrible sur son économie. Donc en fait, le propriétaire du club ou les décideurs du club ont tout intérêt à aller au maximum de leurs dépenses pour maintenir le club dans sa division, voire se qualifier en Coupe d'Europe, parce que ça génère d'autres revenus. C'est typiquement le problème actuellement de l'Olympique Lyonnais, qui a besoin de cash, et une qualification en Ligue des Champions, c'est 50 millions d'euros à minima, on le voit avec le Stade brestois. Donc ça c'est le sujet qui rend ce secteur très particulier. Après, je confirme ce qui a été dit par David et Daniel, c'est-à-dire que si je prends un cas, puisque David ne voulait pas donner de nom, moi je vais en redonner un. Jean-Michel Aulas, dans son entreprise Cégide, qui avait plusieurs milliers d'employés, avait réussi à développer quelque chose de colossal.
on ne parlait jamais de Jean-Michel Aulas par rapport à Cégide, mais toujours par rapport à l'Olympique Lyonnais pendant des années et des années, alors que c'était que quelques centaines de collaborateurs finalement. Thomas, on va continuer à parler du Paris FC, mais avant, vous nous avez préparé une sorte de petite rétrospective pour qu'on comprenne finalement pourquoi et comment on en est arrivé là. Et on va parler finalement de l'histoire de ce club, qui est un club historique. Oui, et le Paris FC a connu de multiples péripéties. Monsieur Riolo en parlait un petit peu. Imaginez, la création de ce club est issue d'une initiative de la Fédération française de football pour recréer un club professionnel, parce que dans les années 60, il y avait 3 gros clubs de la capitale, mais qui sont tous tombés les uns après les autres. En 1963, la disparition du Cercle Athlétique de Paris. En 1966, c'est autour du Racing Club de France. Et en 1968, c'est le Stade Français qui disparaît. Et la première, version du Paris Football Club voit le jour le 13 décembre 1969. Mais le club, à ce moment-là, est un fantôme. Il n'a pas de dérogation pour démarrer directement en Division 1. Donc pendant un an, il n'a pas de compétition, il n'a pas de stade, il n'a pas d'équipe. Compliqué. Et petite anecdote, à ce moment-là, le choix du nom s'est fait à la suite d'une consultation lancée par la FFF, invitant les Parisiens à proposer des idées de noms. Ils sont pas foulés, hein. Au total, plus de 60... Pas trop de risques. Et pourtant, il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de réponses. Il y a plus de 60 000 personnes qui ont répondu. Et le plus gros des votes a été pour Paris Football Club. C'est pour ça que ce club a été renommé comme ça. En 70, il fusionne avec le Stade Saint-Germanois, qui à ce moment-là est en 3e division, et monte en première division en 1972. Il terminera même la saison à la 12e place. Et le club fusionné donc se scinde après en 2. Le Paris Football Club se rapproche du Cercle Athlétique de Montreuil, mais ça ne marche pas. Et résultat, en 1974, le PFC descend en 2e division. Et le problème, c'est qu'il ne trouve pas son public, pas de supporters. Donc c'est compliqué de maintenir une... Ouais, l'année où le PSG remonte en Ligue 1. Exactement. Le PSG qu'on avait renvoyé à Saint-Germain, parce que la mairie de Paris ne voulait plus que ça s'appelle Paris Saint-Germain. On me dit c'est le club de Paris, donc ça ne doit s'appeler que Paris. On m'a dit mais tout le volet sportif, les joueurs, le stade, le terrain d'entraînement, c'est à Saint-Germain. On n'a pas le droit de rayer comme ça. Le maire de Saint-Germain, forcément, n'était pas d'accord. Et on a renvoyé le PSG à Saint-Germain-en-Laye, qui n'a pas changé de nom, qui a gardé le nom de Paris Saint-Germain, pendant que le PFC est redevenu une coquille vide. Parce qu'ils sont partis à la porte de Montreuil, en fait, avant de partir à Charletti. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Paris FC, hors gratuité, qui leur a permis, avec une grosse équipe... n'a pas de public, en fait. C'est entre 2000 et 3000, aussi entre 2000 et 3000. C'est 5000 l'année dernière et 1000 cette année. C'est là que d'un point de vue business, l'histoire est absolument... Enfin, l'histoire qui est en train de s'écrire est absolument passionnante pour la famille Arnaud, c'est qu'il y a tout à faire, tout à créer d'un point de vue du marketing, de la communication. Le sportif, le club est en Ligue 1, donc il existe dorénavant sportivement. Ouais, toute la partie merchandising, elle est hyper importante, évidemment. Toute la marque, raconter l'histoire, mais trouver énormément stratégique. On continue à parler de l'histoire, peut-être. Peu de gens la connaissent, parce que c'est une histoire qui existe au tout début, mais une fois que la scission s'est opérée en 72, on oublie. À part raconter la main courante à la porte de Montreuil, et le peu de gens qui y allaient derrière comme ça, regarder ce qu'était devenu le PFC. Et il va falloir créer toute cette histoire, le positionnement par rapport au PSG. Et je ne crois pas que la fameuse histoire qu'on trouve dans certaines capitales, le club riche et le club pauvre, le PFC de la famille Arnaud ne va pas être le club pauvre. Donc il va falloir inventer écrire une histoire. Et je trouve que le projet est absolument passionnant. Est-ce qu'on continue un peu, Thomas, pour raconter quand même justement cette matière, cette chair qui sera peut-être utilisée dans le cadre du storytelling qui permettra de raconter l'histoire à venir du Paris FC 2015, retour en 2e division, c'est ce qu'on appelle la Ligue 2. Oui, mais avant ça, les temps sont compliqués jusqu'en 1983. L'année précédente, une fusion avec le Racing Club de France est dans les tuyaux. Jean-Luc Lagardère est à la tête de ce projet. L'homme d'affaires rachète le Paris FC, mais quitte ses fonctions en 1989, faute de résultats ça ne marche pas, donc on va être clair. Mais il aura été au moins le premier précurseur de ces hommes d'affaires aux forts apports financiers à se lancer dans les clubs de foot. Et après, on pense bien sûr à Bernard Tapie avec l'OM. Mais c'est le début, c'est lui qui déclenche un petit peu l'idée de ces moments-là. Ça continue la dégringolade, 83. Donc 1983, 4e division, ça dégringole. De 83 à 2015, le club évolue entre la 3e et la 4e division, avant d'atteindre à nouveau le 2e échelon national sous la présidence, comme on l'a dit, de Pierre Ferracci, qui sera président depuis 2012. Et c'est lui qui a vraiment mis un vrai renouveau dans ce club et qui a aussi créé une relation entre supporters et le club. Parce qu'on le dit, le PFC a toujours eu du mal historiquement à fédérer un vrai esprit de supporterisme autour de son club. Et pour cause, les stades ont régulièrement changé, les tenues, les couleurs des tenues ont régulièrement changé. C'est un club qui n'avait pas de stade, qui n'avait pas de terrain d'entraînement. Qui n'avait rien. Pierre Ferracci a tout construit. Il a un centre de formation en Orly. Il a des joueurs qui sont désormais internationaux jeunes. Et surtout, il a une équipe féminine également. Il a une équipe féminine qui a gagné la Coupe de France le week-end. Et surtout, regardez l'actionnariat avant. Il y avait
des investisseurs bahreïnis, il y avait Rai, il y avait Pascal Rigaud qui a failli investir au Girondins de Bordeaux. Donc c'est quand même un tour de force de Pierre Ferracci qui, à l'époque, pour un club de Ligue 2 qui avait joué quelques playoffs, qui jouait le milieu haut de tableau, mais de fédérer autant un actionnariat aussi différent, c'était quand même un tour de force, même avant la revente. Vous me parlez des stades, j'ai envie qu'on regarde cette image, parce que finalement, on le sait, le Paris FC va déménager à Jean-Bouin, alors ça va donner un derby unique avec le Paris Saint-Germain, et puis cette concurrence qu'on va voir effectivement d'un point de vue très visuel. Hein. Ça, c'est la grande question, c'est à quel genre de derby on va assister. Logiquement, dans l'histoire du foot, les derbys, ça sous-entend une rivalité et quelque part une forme d'animosité quand ça ne déborde pas dans quelque chose de plus grave. Est-ce que là, ça va être le cas? Mais là, c'est quelque chose de particulier parce que, comme vous l'avez raconté, finalement, ce sont deux clubs qui sont frères au départ. Ce n'est même pas frères, c'est le même club. C'est comme un papa et une maman qui divorcent, en fait. C'est exactement le même club pendant 2 ans. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un fait cette comparaison. C'est génial. Et là, d'un coup, vous avez... Alors, parfois, dans les divorces, ça se passe mal. Mais là, en l'occurrence, quelle histoire on raconte? Antoine Arnaud allait au Parc des Princes en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas d'animosité. Les Qataris qui dirigent le PSG et la famille Arnaud sont proches, de par des activités de business. Les supporters du PSG, à moins de se souvenir de ce qui s'est passé dans le vote de scission en 72, n'ont jamais eu comme rival. Autant avec le Matra Racing de Lagardère, on a tenté oui, il y avait le Racing et le PSG, pourquoi pas, enfin pour le peu que ça a duré. Mais il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de passé mais donc tumultueux. Il va manquer presque cette petite étincelle, non? À moins qu'on invente une nouvelle forme de derby, le derby des frères, le derby. Ça va faire partie de tout le storytelling. L'image que les actionnaires vont du storytelling qu'on va raconter dans la création de ce club. On va devoir se réinventer aussi par rapport aux clubs européens. On l'a dit, là, ça fait 2 clubs dans cette élite européenne, 2 clubs de la capitale, une sorte d'injustice et d'anomalie réparée. Quand on regarde les capitales européennes, 3 clubs à Madrid, 2 clubs à Rome, 4 à Lisbonne, 7 clubs bien sûr de Première Ligue à Londres, avec à chaque fois des histoires qui leur sont propres. Il y a des vraies histoires. Pas d'histoire. Non, il n'y a pas d'histoire. C'est vrai que on ne va pas comparer à un club comme le Red Bull Leipzig, mais quelque part un peu, c'est un club un peu ce que les Allemands appellent de façon un peu péjorative un plastic club, c'est-à-dire qu'un club qui n'a pas vraiment d'histoire, à qui on a du mal à s'identifier. Mais ce qui est bien aussi, c'est que tout est à créer et il n'y a pas une fanbase qui pourra un peu critiquer l'orientation foot business. Et ça, c'est important. Bah non, mais ça parfois, fait vivre finalement. Bah oui, mais parfois ça peut rebuter aussi. C'est-à-dire que si Leipzig avant avait été un club ou Salzbourg avait été un club avec vraiment des ultras hyper présents ou avec une conscience de classe hyper présente, est-ce qu'ils auraient accepté ce système justement de trading en fait à haute fréquence entre joueurs? Pas forcément. Pas forcément. Donc là, vraiment, tout est à construire. Le Red Bull avait été un petit peu raillé, rejeté parce que c'était les débuts de la multipropriété. C'était en gros le Plastic Club. Et qu'ils allaient contre la règle du 50+1 aussi. Il y a un club en Autriche, il y a un club en Allemagne, vous êtes allé en Allemagne de l'Est, en gros un peu vous planquer, vous avez créé votre club et tout. Là, on a, et c'est absolument pas la tendance dans le business du foot en ce moment, c'est une incarnation. La tendance dans le foot aujourd'hui, c'était plutôt des fonds d'investissement, des grands groupes anonymes, sans incarnation, qui prennent les clubs de foot. On n'avait pas de patron. Là, vous avez un patron, quand Ferracci s'en ira, Antoine Arnaud, sera le président. Mais c'est une reprise, ça nous ramène aux années 80. Exactement. Daniel. Ça nous ramène vraiment 40 ans. Bernard Tapie et l'Olympique de Marseille. Mais Claude Besse, Bernard Tapie, Gervais Martel, Jacques Rousselot, tous ces patrons présidents. Vincent Chaudel, est-ce que ça c'est bien pour l'économie du foot, en tout cas du foot francilien? Alors c'est très bien qu'il y ait des hommes d'affaires avec une surface financière importante parce que c'est vraiment ce dont le football français a besoin, surtout actuellement avec le problème des droits télé. Donc tous les clubs qui n'auront pas d'actionnaires de référence solides seront en danger. On le voit malheureusement. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, je mettrai quelques bémols par rapport à ce qu'a évoqué Daniel, notamment sur l'ambition de la famille Arnaud. Oui, effectivement, la famille Arnaud, tout ce qu'elle touche, elle le transforme en succès, c'est très bien. Mais là, il va falloir de la patience, parce que ça va prendre beaucoup de temps. On parle de la base, de la fanbase. Effectivement, en payant, il y avait peut-être 1000 à 2000 spectateurs. En non payant, désormais, il y a à peu près 10 à 12 000. Un match comme celui de demain soir à Milan va générer 12 millions de revenus billetterie. Donc, un des enjeux majeurs pour l'économie de ce club-là, ça sera
d'être capable de se développer des fans. Les produits dérivés, ça sera encore bien plus tard. Donc ça va prendre du temps. Or, dans un premier temps, le groupe LVMH, qui est la propriété de la famille Arnault, du moins c'est son portefeuille de marques, c'est que des marques de luxe, de premium. Ce qui va être un problème parce que le Paris FC ne va pas pouvoir être premium tout de suite. Moi, j'ai travaillé en tant que consultant dans le passé avec un autre milliardaire ou pour un autre milliardaire qui était la famille Pinault à Rennes. Dans le groupe de la famille Pinault, il y avait des marques de grande distribution finalement, des Finaref, des Conforama, des Puma. Et ça, toutes ces marques-là ont pu soutenir le club parce que c'était cohérent. Là, les marques du groupe LVMH vont avoir des difficultés à soutenir le Paris FC qui ne va pas pouvoir être tout de suite un candidat au titre national, par exemple, ou à une Coupe d'Europe. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps et ils veulent se donner du temps. Et ça, ils ont raison par rapport à ça. Et c'est certainement pour ça que c'est un rachat de la famille et non pas du groupe. Absolument. Juste un petit complément par rapport à tout ce que dit Vincent, il a raison. Ce qu'on peut noter, on n'a pas encore l'identité des partenaires, mais dès l'annonce du rachat par la famille Arnault, et encore plus maintenant qu'ils vont monter en Ligue 1, ça a frappé à la porte. Énormément d'acteurs économiques veulent être associés à cette aventure et veulent venir. Ce qui est d'ailleurs un petit peu le sens inverse d'un process normal, c'est que d'habitude, Vincent a parfaitement raison, on construit une fanbase, on montre que on a beaucoup de fans et que le public est intéressé et les partenaires viennent parce qu'on va toucher le public. Là, c'est en train de se faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs économiques qui veulent être associés à l'aventure, qui veulent venir. C'est les fameux hospitalités dans le stade, on va faire venir, on va me faire du business, on veut venir parce que la famille Arnault attire comme un aimant, parce que ça brille, parce que c'est beau, c'est l'exigence, c'est la réussite. Mais il va falloir séduire le public. Encore une fois, raconter une histoire. Alors, je pense qu'à Paris, on l'a dit pendant des années, exactement comme on disait à chaque fois qu'on avait la discussion sur le football à Paris, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas deux clubs de foot professionnels dans une capitale comme ça. Vous avez cité toutes les capitales où il y en a plein. Il y a quand même assez de public à Paris pour venir en stade. Eh bien, on va bien le tester maintenant. On va bien le voir maintenant. On va voir ce que ça donne dans les stades. Puisqu'on a dit longtemps que le Parc des Princes était trop petit. Par exemple, si jamais, et c'est bien parti, le PSG va en finale de la Coupe de France, l'évaluation est 180 000 demandes de billets pour 20 000 qui seront satisfaits. Dans ces gens-là, je ne dis pas que on peut tout transvaser, non, bien sûr ça que non. marche pas comme ça. Mais comme il n'y a pas de rivalité, comme il n'y a pas de haine entre les deux clubs, il y aura une porosité finalement. Attirer des gens, exactement, attirer des gens qui ne vont plus au PSG. Parce que les billets sont trop chers, oui, voilà, qui ne peuvent pas venir parce que les places sont hors de prix. Et parfois aussi difficile et séduire un nouveau public. Parce que l'image des marques qui vont venir autour du PFC va attirer ce public. Je pense que c'est quelque chose d'envisageable. J'ai l'impression, le premier test va être très rapide, Jean Moins, c'est entre 15 et 20 000 places. Première journée de championnat, quand le calendrier va tomber. On va bien voir la politique tarifaire et on va voir si Jean Bouin est plein pour le premier match. Ça sera une excellente manière de jauger. Ça sera une très bonne jauge en effet. Et j'aimerais qu'on parle de l'autre actualité de la semaine. Excusez-moi juste de vous couper. Le Stade français peut donner l'exemple. Le Stade français rugby, c'était exactement le même type de création avec Max Guazzini. On est sur le même schéma. Même ils sont allés. En fait, les moyens étaient moindres pour arriver rapidement au top à l'époque. En fait, mais il n'y avait rien. Il y avait Covid, il n'y avait pas le public et tout. Il a ramené des internationaux immédiatement. Mais de toute façon, si à un moment il n'y a pas une ou deux stars, mais ils vont y venir. Michel Denisot disait aujourd'hui dans l'équipe, c'était un budget similaire au budget du Nantes de Valdemar-Quitin. On n'est pas non plus, en fait, on va passer de 40 à 80, 100. On verra combien de temps ça va durer. Voilà. Mais je trouve que si vous allez à Charletti sur les derniers matchs, Charletti, personne ne veut y aller. C'est un stade qui fait rêver. C'est les courants d'air. Mais la vision, même quand vous êtes bien placé, vous voyez rien, vous avez la piste et tout. Donc, moi, j'ai payé pour être bien placé. J'ai regretté d'avoir payé parce que de toute façon, je voyais pas ce qu'on appelle la Corbeille au Parc des Princes, qui est donc la tribune, le carré VIP. Sur les derniers mois, il s'est bien rempli autour de Pierre Ferracci et d'Antoine Arnaud. Donc, ça va attirer du monde. Ça va attirer du monde. On continue avec cette autre actualité de la semaine, le rachat de l'US Créteil par un autre milliardaire. On a un peu le sentiment, et là c'est rigolo, que de s'offrir à un club de foot, ça fait partie un peu des cases à cocher quand on est un milliardaire français. Là, c'est le tour de Xavier Niel. Comme on disait tout à l'heure, c'était plus du tout à la mode. C'était plus du tout à la mode. Plus du tout. Pourquoi maintenant c'est hyper branché ? Parce qu'on disait dans les années 80, la vieille formule, c'était « il se paye une danseuse ».
Alors, on avait le baron local dans les villes de province, le notable. Bon, il achetait le club de foot. Le maire avait peur parce qu'il disait oh là là, lui, il veut me piquer ma place de maire, il veut passer par le biais du foot et tout. Donc, c'est de l'influence, c'est du soft power? Non, pas vraiment. Parce que là, à l'époque, en fait, le prix du foot était beaucoup plus bas. Pour vous donner une idée, le budget de fonctionnement de l'OM de Bernard Tapie, qui a gagné la Ligue des Champions, c'était le budget de Lorient il y a 2 ans. Incroyable. Donc, en fait, le prix du foot. Vous dites le prix du foot? Bah oui, le prix du foot. Oui, le prix pour s'acheter un club. Pour s'acheter le prix du foot, le prix pour s'acheter un club. Mais là, en fait, je pense que Xavier Niel, on est un peu. Bon, Créteil, ça peut dû coûter cher. Pardon, mais là, il y a un petit storytelling quand même, parce que tout commence avec un supporter du club du Val-de-Marne. Enfin, ça, c'est l'histoire qu'on aime raconter. En fait, on le voit beaucoup en Angleterre, c'est local boy made good. C'est-à-dire que c'est. Local boy, parce que Xavier Niel est un mec de Créteil. Qui a réussi. Et en fait, en Angleterre. On réinvestit dans sa terre natale. Middlesbrough, il y a les Gibson. Tony Bloom, c'est Brighton. Brentford, c'est Matthew c'est Matthew Benham. C'est-à-dire qu'il y a eu Walker à Blackburn qui en 2 ans a propulsé Blackburn de la 2e division au titre de champion. Donc vous y croyez à Xavier Niel à Créteil? Non, je n'y crois pas. Non, mais le process est là. Le process, c'est très anglo-saxon. David est passionné de foot, moi aussi, Vincent également. Alors je ne sais pas si leurs intentions à eux sont les mêmes. Je vous avoue que combien de fois j'ai fantasmé, je gagne à l'euro-million, je m'achète mon club de foot. C'est vrai? Oui, quand on adore ça. Et vous seriez acheté quel club de foot? Alors, ils s'enregistrent. Généralement, on va à sa ville natale. Le PSG à une époque, mais c'est beaucoup trop cher maintenant. L'euro-million ne suffirait pas. mais même moins. Mais en Angleterre, il y a le meilleur livre que j'ai lu sur le foot anglais, c'est Simon Jordan, qui a vendu son entreprise de téléphonie mobile à l'époque à 100 millions de livres, qui a racheté Crystal Palace. Et il s'est dit, j'arrête quand je suis à 50 millions de patrimoine. Il a arrêté, il était à 2. Donc ça vous dit un peu en fait à quel point ça rend fou. Mais après pour Xavier Niel, oui, lui ce qu'il dit c'est un projet formateur. Ils disent tous la même chose. On va taper dans l'île de France. Dans quelle mesure il y a de l'ego? Il y en a forcément un peu, non? Xavier Niel, ils sont de la famille. Bien sûr. Vous connaissez les liens familiaux. Bon, il se dit également que les Pinault, quand ils ont vu arriver la famille Arnaud, ils disent ah bon tiens on était les seuls. En milliardaires français, d'ailleurs on reprochait tout le temps, il n'y a pas d'acteurs du CAC 40 dans le foot, il n'y a pas les milliardaires viennent pas, bon bah là d'un coup vous en avez 2 qui en 6 mois déboulent. Est-ce que l'un attire l'autre? Est-ce que l'un regarde l'autre? Est-ce que toi, tu as réussi? Moi, je vais y aller aussi. C'est pour jouer les bras. Non, c'est une théorie. Est-ce que dans un dîner de famille, il doit y avoir des dîners de famille entre. Ça doit être quelque chose. C'est pas les miens, ça c'est sûr. J'adore ma famille, mais c'est pas les miens. Non, c'est sûr. Moi non plus, il n'y a pas ce genre de discussion là, mais nous, on parle du foot, on n'achète pas. Et est-ce qu'il y a eu. Vous savez qu'à l'époque, on parlait beaucoup des années 80, Bernard Tapie est celui qui, quand il est arrivé à l'OM, est allé chercher Canal+, est allé chercher Jean-Michel Aulas. Bien sûr. Il a motivé tout le monde. Et tout ce qu'on appelait les nouveaux patrons. Sur la photo, là, on voit Gervais Martel, il y avait le gars à Saint-Etienne, ils sont tous arrivés parce qu'à un moment, il y a un patron qui est arrivé, qui a dit bon, on y va les gars. Mais il y a quand même une forme de logique. On va se tirer la bourre entre nous. Pour Xavier Niel, si on regarde, il est plus ou moins légitime. Après la Ligue 1 en quasi direct sur Free, le rachat de but, ça tombe pas non plus complètement. Il y avait du foot dans son business. Pour moi, c'est limite un projet caritatif. Ah, mais c'est caritatif, c'est-à-dire qu'il est en N2. C'est loin la N2 pour arriver en haut. Au pic des belles années de Duvauchel, de Créteil, moi j'y allais, c'était l'époque Aubanel, Pérez. C'était la Ligue 2, le max. C'était la Ligue 2, le max c'était 1000-2000 personnes à Duvauchel. On y a cru un moment à la montée. Mais c'est vieux. En N2, il y a une place pour monter en N1. Après, en N1, il y a 2 places avec une place pour monter en Ligue 2. Et même en Ligue 2... Après, il faut aller en National. Après, il faut aller en Ligue 2. Donc c'est très compliqué. Même le projet de centre de formation. C'est-à-dire que demain, il investit dans un centre de formation. Mais ça va avoir 5, 6, 7, 8 ans avant vraiment... C'est surtout la concurrence. Le PSG déjà ramasse tout. En Ile-de-France. Et en Ile-de-France, tout le monde se lance dans la formation parce que c'est gros bassin de population. Après Londres et Sao Paulo, c'est le plus gros bassin formateur mondial. Oui, et je me demande si c'est pas devenu le numéro 1 en exportation de joueurs. Ah oui, donc la guerre, elle fait rage à tous les clubs, même les clubs amateurs. Je sais pas, prenons un club comme Sarcelles par exemple, est un très bon club formateur. Ils ont déjà des partenariats. Et ils ont des partenariats. Avec ils sont déjà, ils forment les joueurs. Mais du coup, il est suicidaire. Et il y a un énorme business déjà autour de ça. Non, mais pour la formation des joueurs, regardez, Manchester City, que le chemin est long quand même. 3 scouts à plein temps en Ile-de-France. C'est vous dire à quel point c'est quadrillé. Donc en fait, ils n'attendent pas l'US Créteil Lusitanos. On va faire réagir quand même Vincent Chaudel en visio avec nous. Est-ce qu'il est suicidaire, Xavier Niel? Non, il est malin.
Il est malin comme dans tout son business. Il l'a démontré dans sa carrière de businessman. Moi, j'ai un exemple qui me vient en tête. C'est un comédien canadien qui a racheté Wrexham en 5e division anglaise, qui vient de faire 3 montées successives, qui arrive donc en 2e division anglaise. Il l'a acheté pour 2 millions de dollars et aujourd'hui, c'est valorisé autour de 100. Donc en fait, le vrai sujet dans le football, comme dans beaucoup de business, c'est acheter bas pour pouvoir revendre haut, potentiellement. Je rappelle que c'est un business qui est particulier, on gagne de l'argent à la revente. À la revente. Donc quand vous achetez un club très cher, en fait, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est pour tous ceux qui veulent acheter des grands clubs, parce que ça coûte en milliards. Mais acheter le PSG 70 millions d'euros comme le QSI l'a fait il y a une quinzaine d'années et aujourd'hui le valoriser à 4,2 milliards, on voit bien que c'est une belle opération. Donc pour faire ce genre d'opération, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir un potentiel d'agglomération. On est en région parisienne, on est en Île-de-France, il y a 12 millions d'habitants. Donc là, il peut y avoir clairement 3, 4, 5 clubs. Londres le démontre. Donc racheter un club pas cher parce qu'il est en National 2, quasiment pour rien. Et puis, ça laisse le temps d'avoir la patience de monter. Mais à Créteil, avec un budget de quelques millions d'euros, vous allez être certainement le plus gros budget de National 2 et être en situation de monter. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être malin. Il n'est pas pressé, je pense. Et donc, on va avoir enfin, dans notre championnat français, plusieurs clubs en région parisienne, ce qui est important pour ces clubs-là parce que ça crée un intérêt, une émulation, c'est une chose, mais c'est intéressant aussi pour tout le championnat français parce que quand vous êtes à Brest, vous allez jouer une fois contre Paris. Là, maintenant, vous allez jouer 2 fois. Et peut-être que dans quelques années, vous allez jouer 3 ou 4 fois contre Paris. Et ça vous permet de remplir votre stade. Et c'est ça qui est important. C'est aussi important pour les diffuseurs. Une des faiblesses de notre football français, juste un chiffre, je pense qu'il n'aura pas échappé à Daniel, notamment. La semaine dernière, il y avait Arsenal-PSG, 2,7 millions de téléspectateurs en France sur Canal. Il y avait le lendemain Barça-Inter, 5,6 millions d'Italiens ont regardé, 2 fois plus. Il ne faut pas s'étonner que les droits télé soient 2 fois plus importants. Et donc ça fait partie aussi des choses. Si on veut développer notre valeur d'une façon générale, il faut développer les billetteries. Donc il faut avoir des clubs qui soient capables d'attirer. Paris en est. Paris au sens large, je ne parle pas que du PSG. Et donc là, c'est beaucoup plus facile à terme de développer l'économie de Créteil que développer l'économie d'une ville de province. Et je cherche avec ces personnes. On aurait dû savoir qu'en vous invitant tous les 3, on allait manquer de temps. Et on manque de temps, je suis désolée, mais vous reviendrez pour continuer à en discuter. Merci beaucoup d'être venu pour cet éclairage si pointu et si fin sur le sujet. C'était passionnant de vous avoir en plateau avec nous. Et on va passer tout de suite à la culture. Le Lucernaire accueille sur ses planches les mythiques contes d'Andersen, un spectacle pour les adultes autant que pour les enfants qui nous permet de redécouvrir des classiques, La Princesse au petit pois, La Reine des Neiges, La Marchande d'allumettes ou encore Les habits neufs de l'Empereur. On va en parler avec Alice Ringard. Vous êtes metteuse en scène et comédienne et vous êtes accompagnée de Boris Raven. Vous êtes comédien dans cette pièce magnifique. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de remettre sur les planches les contes d'Andersen ? Parce que vous les aimiez beaucoup? Déjà, tout simplement, en fait, j'avais une petite affection particulière pour la petite marchande d'allumettes. D'accord. Avec tout le côté poétique. Et on est arrivé au premier confinement du Covid et j'ai commencé à me... vous les avez relus? Exactement, à me remettre là-dedans. J'avais la petite marchande d'allumettes et finalement j'ai ouvert aux autres contes parce que l'univers des contes est quelque chose qui me parle énormément. Et puis j'ai commencé à me renseigner aussi sur la vie d'Andersen, sa biographie. Et puis c'est comme ça que c'est né. Je me suis dit que il y avait quelque chose d'assez formidable et d'universel dans les contes qu'il fallait... Je suis complètement d'accord. Vous parlez de l'univers des contes, moi ça me fait aussi un peu penser au Petit Prince. C'est ces ouvrages qu'on a envie de relire et qu'on découvre avec un prisme différent quand on grandit. Comment est-ce que vous les avez redécouverts de votre côté quand on vous a proposé ce rôle? Alors c'est vrai que je les ai redécouverts, ça remontait il y a longtemps et grâce à Alice, j'ai pu découvrir des contes que je ne connaissais pas déjà et... Il y a une magie, non, quand même. Oui, il y a quelque chose. On parlait de poésie, là, tout de suite. Je trouve que c'est très vrai. Il y a une très belle poésie, il y a quelque chose d'assez magique. Et ce qui est beau, effectivement, dans les contes, c'est qu'il y a plusieurs lectures, en fait. Il y a toujours une lecture pour les enfants. Tout à fait, première grille de lecture. Voilà, souvent avec la morale et tout ça. Et dans la version initiale, celle d'Andersen, ne serait-ce que pour...
la Reine des Neiges, pas la version de Ça fait du bien de revoir la vraie Reine des Neiges. C'est très dur. Très dur. Très sombre. Ça n'a absolument rien à voir avec la Reine des Neiges. C'est le voyage initiatique de deux jeunes enfants, donc pas du tout aucun rapport. La Reine des Neiges n'est pas le rôle principal de l'histoire. Tout à fait. C'est pas le protagoniste principal. Et donc il y a cette lecture aussi pour les adultes qui existe de base dans ces contes. Et c'est ça que moi je trouvais intéressant, de ne pas prendre les enfants pour des andouilles en fait. Il y a beaucoup de choses à dire à travers les contes. Et moi, je voulais, disons, souffler la poussière et pas passer le conte à l'eau de Javel. C'est très joliment dit. Comment est-ce qu'on joue, et pour des enfants, et pour des adultes? On a parlé d'une dimension universelle de ces contes. Je trouve que c'est très vrai. Comment on est universel en tant que comédien sur scène? On joue avec sincérité. Et c'est vrai qu'Alice, en plus, dans Andersen, on traverse les 4 contes. Mais elle a créé 3 personnages. Ouais, c'est génial. 3 personnages qui sont les émotions, les traits de caractère d'Andersen. Il y a l'ambition, la fantaisie et la raison. Et à travers ces intermèdes qu'elle a construits, ça va permettre à ces personnages-là de mettre en lumière pourquoi ils construisent cette histoire et pourquoi Andersen en arrive à faire naître La petite fille aux allumettes et tous les contes qu'on va voir. Et voilà, et ça c'est vrai que c'est... on s'est permis... Tu t'es permis, de rajouter aussi un peu de modernité dans ces intermèdes. Oui, c'est important. C'est important. Et donc, il y a une lecture pour les adultes et une lecture pour les enfants qui est là, mais on se permet de rajouter un peu de petites phrases contemporaines, et ça plaît beaucoup, ça. Bravo pour ce choix. Ce choix que je trouve absolument brillant, de créer 3 personnages pour être dans la tête, dans l'esprit d'Andersen. Vous les avez cités, la raison, l'ambition, la fantaisie. C'est un peu comme des petites voix qu'on a dans la tête et qui nous guident dans notre chemin, dans notre vie, dans nos décisions. Exactement ça. Et alors, pour la petite anecdote, j'ai écrit donc, ces 3 petits personnages dans la tête d'Andersen qui lui racontent les contes pour le rassurer, parce qu'on est au moment où il a 14 ans et qu'il arrive à Copenhague, la peur au ventre. Avec quand même dans ses valises des bagages assez lourds, liés notamment à son histoire, avec sa famille. À sa famille, exactement. Et donc j'ai créé ces petits personnages, j'ai écrit ce fil rouge parce que je voulais faire le lien entre la vie et les contes d'Andersen. Et je fais lire à Boris d'ailleurs, qui me dit « Tiens, j'ai vu un dessin animé, vice-versa. » Oh, j'ai adoré vice-versa, voilà. C'est exceptionnel. Et je ne l'avais jamais vu. C'est vrai? Et donc je découvre vice-versa. J'ai adoré. C'est exceptionnel. Hein. Et pour la petite anecdote, le personnage s'appelle quand même Riley Anderson. Et donc j'étais là, je l'ai pris comme un clin d'œil, je dis bon bah voilà. Et là aussi c'est d'une poésie incroyable. Je trouve qu'on est dans une société où on se pose beaucoup de questions sur notre bien-être, sur comment on fonctionne, sur nos émotions. Et je trouve que d'incarner comme ça des émotions, je ne sais pas, la raison. Oui, et je trouve ça brillant parce que ça permet et à des enfants de bien comprendre ce qui se passe parfois dans leur tête et à des adultes de s'identifier à des situations, de mieux comprendre, de redécouvrir finalement ce qu'est la vie. Et je trouve que dans Vice-versa, il y a des conflits énormes entre ces émotions et ils arrivent ensemble à trouver des solutions, à trancher pour faire avancer ce personnage principal. Et c'est ce qu'on fait dans Andersen où les 3 personnages se disputent beaucoup, se font des farces, mais arrivent à redonner confiance à Andersen. Ils arrivent à redonner confiance à Andersen en l'avenir, en son avenir en tout cas. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on ne raconte pas les histoires et les contes d'Andersen pour les raconter. Ils sont finalement... je ne sais même pas comment le dire, dans la pièce de théâtre, pardon, c'est ponctué de ces références à ces contes. Elles nous sont racontées, ils nous sont racontés de manière épisodique. En même temps, on suit cette histoire. Comment est-ce que vous avez trouvé le juste équilibre entre il va falloir que je parle de ces contes et que je les raconte, et en même temps, il faut que j'ai mon fil rouge, que j'ai mon histoire, que ça fonctionne, et qu'on ne soit pas là tout le temps à se dire « Oh, c'était un prétexte pour me raconter », justement, par exemple, l'histoire de la marchande d'allumettes. Tout simplement, en écriture déjà, en travaillant l'adaptation et en mêlant avec la vie de Andersen, où je me suis vraiment, j'ai lu beaucoup de choses. Il a écrit une autobiographie qui s'appelle Le conte de ma vie, qui est donc par son prisme, sa propre autobiographie. Et puis on fait le lien, puis au début on a envie de tout dire, et après on tranche parce que ça reste un spectacle, il faut qu'il y ait un rythme, il faut que l'histoire soit cohérente et que c'est pas juste pour notre propre plaisir et que c'est pour le plaisir des spectateurs qu'il faut que ce soit fait. Je suis contente que vous parliez de rythme parce que moi j'ai trouvé qu'il y avait un rythme génial, aucun temps mort, une énergie absolument phénoménale qui est déployée par 2 des 3 comédiens donc que vous êtes en plateau, beaucoup de bienveillance aussi dans la manière d'aborder les sujets et puis beaucoup de lumière sur scène. De la lumière, il y en a dans le décor pour aller animer ces cagettes qui sont très malines elles aussi, mais il y a beaucoup de lumière dans vos personnages et dans la manière dont vous les incarnez. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce qu'on vous le dit?
Oui, vraiment, c'est un spectacle, je vais parler pour moi, j'en suis vraiment très très fier de le défendre. Parce qu'on l'a déjà joué, on a déjà montré à beaucoup de gens, et on a un vrai retour des enfants. C'est long, 1 heure aussi, alors on est à partir de 6 ans. Oui. Il faut les tenir, c'est un des publics les plus difficiles, je trouve, les enfants. Les plus exigeants, c'est vrai. Ça pardonne pas un enfant. Quand ça s'ennuie, ça le fait savoir. Ça baille, ça fait du bruit, ça gigote. C'est ça, et ils nous le rendent vraiment super bien, on a beaucoup de bord plateau avec eux, et aussi les adultes, que ce soit les professeurs, les grands-parents, les parents, on nous donne énormément après. Parce que quand on est dedans tous les 3, ça va à 2000 à l'heure, ça n'arrête pas, on a plein de caisses, comme vous l'avez dit, il faut les changer, des tableaux, on n'arrête pas, il y a plein d'accessoires, on a tous une bonne dizaine de personnages à faire. C'est tout. C'est tout, ça va très vite, mais des fois ils apparaissent 30 secondes, même pas 10 secondes. Et là, il faut réussir à switcher, parce qu'il faut qu'on y croie. Et là encore, les enfants sont des juges qui peuvent être assez terribles. Quand on parle de ça, c'est qu'un enfant qui n'y croit pas ou qui trouve que c'est raté, il vous le dit et vous le fait sentir. Oui, il va commencer à parler, il peut se lever, quoi. C'est un public qui est. Moi, j'ai un petit garçon de 4 ans et demi, quand on est au théâtre, on y va souvent, et qu'il n'aime pas, il me dit ça s'arrête quand, là? C'est fini quand, papa? Il le dit assez fort. Et on entend quand on est sur scène, on précise. Voilà, c'est ça. Je précise aussi que vous utilisez beaucoup votre corps, que vous mettez vraiment au service de ce jeu. Je trouve ça génial parce qu'il y a un engagement complet du comédien, et il y a des fois où c'est vrai dans le théâtre et puis on se dit que c'est un peu gadget, et là où vraiment je trouve que ça a beaucoup de sens. Là, en fait, c'est ce qu'on disait, donc on a ces 3 petits personnages dans la tête qui vont raconter les contes, donc qui vont interpréter tous les personnages avec un accessoire pour le signifier ou pas. Donc en fait, forcément, il faut qu'il y ait un engagement du corps pour que très vite, le spectateur, hop, il fait OK, ce personnage, il est là, c'est bon, je l'ai intégré. Il a suffi d'une voix, d'un corps, d'un plié de genoux, et ça va très très vite. C'est un petit tourbillon, je crois, cette pièce. C'est un tourbillon, mais ce n'est pas ressenti comme tel dans le public. C'est-à-dire qu'on s'ennuie pas une seule seconde, c'est hyper dynamique, mais on n'a pas le côté non plus poussif que peuvent engendrer certains changements ou de personnages ou de scénettes. Et je trouve que ça n'a pas l'air d'être subi. Et donc en général, c'est que c'est très réussi et on reste dans cet univers qui est très poétique. Et je trouve que c'était très important. C'est pour ça que je parlais de bienveillance tout à l'heure. C'est que vous avez un certain nombre de rôles à décliner. Il y a évidemment cet univers qu'il faut retranscrire. Il y a ces histoires qu'il faut raconter. Et malgré tout, on reste dans l'univers de la poésie, et moi, c'est ce qui m'a le plus touchée. Je trouve qu'aujourd'hui, on a besoin de poésie, et en retrouver comme ça, de cette manière-là, je trouve ça phénoménal. Effectivement, surtout avec le premier conte qu'on fait, La petite marchande d'allumettes, qui de base est très poétique, et en plus, moi, c'était donc le premier très triste aussi. C'est super triste. Et j'avais tout de suite des images en tant que metteuse en scène, et donc forcément, j'ai eu envie de retranscrire ça avec des petites lumières que vous avez peut-être vues dans notre teaser, ou voilà, des petites apparitions, des petites choses qui font juste du bien à l'âme, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression de se faire du bien quand on vient voir cette pièce, et moi, c'est des classiques que j'ai eu envie de relire. Je me suis dit, c'est amusant, j'ai envie de redécouvrir ces histoires, et je pense, et vous l'avez dit, vous les avez relues pendant le confinement. Moi, j'avais relu le Petit Prince en me forçant un peu, parce que tout le monde disait qu'il fallait le lire 2 fois. Donc, j'ai lu 2 fois. Et en fait, j'ai vraiment eu cette double grille, et ça donne vraiment envie de se plonger dans cet univers des contes. Le Petit Prince, c'est tout à fait représentatif, même comme pour les contes, où le Petit Prince va avoir un côté assez naïf pour les enfants, avec le renard, la rose et toutes ces relations. Il y a une complexité incroyable. Un côté très philosophique. Et les contes, c'est bien sûr sur du même acabit, quoi. Un dernier mot peut-être sur les décors. On a parlé de ce jeu de cagettes que vous devez mobiliser pour faire comprendre aux spectateurs qu'on est dans un autre univers, qu'on change de scène, qu'on passe à autre chose, qui s'anime à l'aide d'un magnifique jeu de lumière. Là, c'est des couleurs à la Vermeer, c'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup ces univers parce que je trouve que ça participe et que ça rend évidemment cette mise en scène très poétique. Donc je trouve que c'est très réussi. Et je me disais, mais comment est-ce qu'ils vont réussir à nous faire vivre donc les contes, en même temps la vie d'Andersen, en même temps nous raconter cette histoire. Et je trouve que c'est une mise en scène qui est très maligne et qui est très efficace aussi. C'est vrai, tu voulais faire imaginer une sorte de grenier à la base. Oui, je m'étais inspirée. En fait, il y a des images, des dessins de la chambre sous les toits de Andersen quand il arrivait à Copenhague adolescent. Et ça ressemble à ça. Et donc voilà, je cherchais quelque chose sous les toits, quelque chose un peu grenier. Donc c'est de là que viennent les caisses
je ne sais pas combien il y en a, plus de 40. Et après, moi, en tant que metteuse en scène, il y a quelque chose que j'aime énormément, c'est le travail de l'imaginaire, mais du spectateur, et le fait que les choses soient visibles, que ce soit du théâtre à vue. Et le fait qu'on puisse moduler avec ces caisses les décors pour créer un tout nouveau décor. Ça vous plaît? Ah ouais, c'est quelque chose qui me parle et qui est un travail énorme pour pas se tromper. Chaque caisse était numérotée avec des accessoires cachés. Ça, c'est pas drôle. Voilà, ça, il faut se donner des challenges. Mais justement, quand tout se met en route et que tout est fluide, on prend beaucoup de plaisir. Et on vous conseille pareil, et elles sont toutes différentes, évidemment. Certaines ont des cachettes, des lumières, des surprises. Elles recèlent des petits trésors, quoi. Et ça fonctionne super bien. On vous conseille vivement d'aller découvrir cette pièce Andersen au Lucernaire, que vous ayez des enfants ou non. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler. Et on passe tout de suite à l'histoire avec le Figaro Histoire, bien sûr, qui nous raconte l'histoire du Bazar de la Charité. Mon cher Geoffroy Caillé, bonsoir. Bonsoir, Comment ça va ? Ça va bien. Alors aujourd'hui, le Figaro Histoire nous raconte l'histoire, la terrible histoire, puisque c'est l'histoire d'un incendie du Bazar de la Charité. C'était il y a 128 ans. C'est le fait divers le plus retentissant de la Belle Époque, qui n'aura jamais aussi mal porté son nom. Le 4 mai 1897, un incendie se déclarait rue Jean Goujon. On est dans le 8e arrondissement de Paris et il emporte dans ses flammes le Bazar de la Charité en faisant quand même 126 victimes. On va revenir sur cet épisode tragique avec vous, Geoffroy. Je précise que vous êtes rédacteur en chef du Figaro Histoire. C'était quoi le Bazar de la Charité? Alors, comme son nom l'indique, c'était une vente de bienfaisance qui était organisée à Paris depuis 1885 par des femmes de la haute société, la haute aristocratie, la grande bourgeoisie. On comptait par exemple la duchesse d'Alençon, la sœur de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, Sissi, la duchesse de Vendôme, nièce du roi des Belges Léopold II, la comtesse Greffule, la duchesse d'Uzès, vraiment des grands noms de la gentry de la fin du XIXe siècle. Et alors ces femmes vendaient au profit des pauvres des objets qui leur étaient donnés par de généreux donateurs, de beaux objets, des objets d'art, des bibelots, des livres. Et leur vente se tenait dans un local qu'elles louaient pour l'occasion et qui se trouvait traditionnellement dans les beaux quartiers de Paris. Il y avait eu la place Vendôme, la rue de la Boétie, le faubourg Saint-Honoré. Et depuis 1897, pour la première fois, le bazar se tient rue Jean Goujon, pas très loin des Champs-Élysées. Et la particularité, on le voit très bien à l'écran, c'est que cette année-là, les organisatrices ont décidé de donner au bazar un décor un peu moyenâgeux, non? Voilà, l'allure d'une rue médiévale de Paris. Oui. Donc vous voyez ce décor médiéval de carton-pâte, très beau à l'écran, mais en réalité qui va se révéler meurtrier parce que c'est extrêmement fragile, extrêmement sensible à la flamme. Et dans ce bazar, 22 comptoirs ont été reconstitués dans lesquels les dames vendent les objets qui vont être vendus au profit des pauvres. Qu'est-ce qui s'est passé donc le 4 mai 1897? Alors le bazar a ouvert la veille, le 3 mai, et doit durer 4 jours au total. Dans l'après-midi du 4 mai, la vente bat son plein, la haute société parisienne se presse au bazar pour voir les objets, et ce bazar est abrité dans un hangar en bois en réalité, en pitch peint. Et la grande attraction du bazar cette année-là, ça fait le lien avec une précédente chronique du Figaro Histoire, c'est le cinématographe qui a été inventé 2 ans plus tôt seulement par les frères Lumière. Donc c'est tout nouveau et les gens, les dames sont absolument fascinés par cette invention. Cette invention qui fonctionne avec... Malheureusement, de l'éther, parce que l'appareil, le cinématographe, le projecteur est alimenté par une lampe, lequel fonctionne avec de l'éther. Or, vers 16h20, la réserve d'éther du projecteur est à sec. Et le cinématographe se trouve dans une petite annexe au bazar, dans un petit local fermé par une toile goudronnée. Et là, le projectionniste demande à son assistant de lui donner un peu de lumière pour remettre de l'éther dans la lampe. Et malheureusement, au lieu d'ouvrir la toile goudronnée qui donnait sur une arrière-cour, l'assistant craque une allumette et soudain, c'est l'explosion. Les vapeurs d'éther s'enflamment. Elles mettent le feu immédiatement au local du projectionniste. L'appareil, évidemment, y passe. Et tout de suite, les flammes atteignent l'ensemble du hangar en bois. Les décors médiévaux en carton-pâte brûlent à toute vitesse. Et surtout, ce qui est terrifiant, c'est que les quelques 1200 visiteurs qui se trouvent à l'intérieur, essentiellement des femmes, on le voit très bien sur cette illustration d'un grand quotidien de l'époque. Elles sont prises au piège, non ?
Elles sont prises au piège, d'autant que la mode de l'époque est magnifique, mais pas du tout encombrante. Aux grandes robes. Pas du tout pratique, très encombrante, malheureusement, dès qu'il faut se sauver. Et les grandes robes, les corsets, tout ça. Ça empêche les femmes dans leur mouvement, j'imagine. Les femmes sont très empêtrées, elles ne peuvent pas se précipiter assez vite vers les issues de secours. Et on entend des hurlements de terreur. Et en quelques 10 minutes, des dizaines et des dizaines de femmes périssent dans l'incendie. Surtout à la 11e minute, c'est la charpente entière du hangar. Du bazar de la Charité qui s'effondre sur ce qui pouvait rester de survivants. Les pompiers arrivent à toute vitesse, malheureusement c'est trop tard et on relève 126 victimes, des corps calcinés. Parmi les corps, celui de la duchesse d'Alençon, la sœur de Sissi. Identifié par son dentiste. Identifié par son dentiste, c'est les premières radios. Et voilà, on conjecture aussi pendant des jours sur l'identité de certaines victimes qui sont vraiment absolument méconnaissables. Quelles ont été les réactions publiques à ce drame ? Elles ont été très fortes eu égard au haut statut social de la plupart des participants. Le gouvernement de Félix Faure fait célébrer une messe, demande au clergé de célébrer une messe à Notre-Dame de Paris pour le repos de l'âme des victimes. On compte des ambassades étrangères puisqu'il y a des personnes de l'aristocratie européenne qui sont là dans le bazar. Des souscriptions fusent également pour pouvoir acheter le terrain sur lequel était bâti le hangar et qui vont permettre à une SCI de se constituer et ensuite de construire une chapelle qui va s'appeler la chapelle Notre-Dame de Consolation en mémoire des victimes, et qu'on va construire en mémoire des victimes dans les 2 années qui vont suivre. Alors, ce qu'on sait moins, c'est que cet épisode a aussi été à l'origine d'une polémique, d'une vive polémique. Exactement. Il y a même eu plusieurs polémiques. La première, c'est dans l'Écho de Paris, le 14 mai 1897, une journaliste de l'époque qui s'appelle Séverine, journaliste féministe, écrit un article qui s'appelle « Qu'ont fait les hommes ?» et elle accuse les hommes de s'en être tirés à très bon compte. Et c'est une accusation particulièrement injuste parce que s'il y a peu d'hommes dans les victimes, il faut voir qu'il y avait très peu d'hommes dans le bazar puisque c'est un événement organisé par les femmes, essentiellement pour les femmes qui venaient en grand nombre, parfois leur mari les accompagner, d'autres fois non. Et donc, cette accusation tombe d'elle-même. Une autre femme, Marie de Régnier, qui est la femme du poète José Maria de Heredia, reprend une accusation qui a été lancée contre le dandy parisien Robert de Montesquieu, et selon laquelle Montesquieu se serait frayé un chemin à coups de canne en frappant sur les corps qui entravaient sa marche vers la sortie. Eh ben, il n'était pas là ce jour-là. Eh ben non, il n'était pas là ce jour-là, et l'accusation elle-même tombe. Il y a une seconde polémique donc, qui découle de ce bazar de la Charité. On voit que ce n'est pas un sujet apaisé. Non, ce n'est pas du tout un sujet apaisé. Les journaux, toujours eux, une certaine presse en tout cas, rejouent un peu la lutte des classes après la polémique féministe en accusant les chevaliers de la pétoche, les marquis de l'Escampette. Pardon, mais la formule est rigolote. La formule est très drôle, mais elle vise de façon un peu injuste le statut social élevé des hommes qui sont morts dans l'incendie et aussi le fait que ceux qui ont aidé le plus à secourir des femmes, et il y avait aussi des enfants, ce sont des petites gens, notamment des imprimeurs du journal La Croix, qui étaient attenants absolument à côté du hangar, et qui, par leurs échelles, ont permis de sauver un certain nombre de personnes. Et puis également des cuisiniers de l'hôtel du Palais, juste à côté également, qui ont retiré les barreaux d'une fenêtre pour pouvoir secourir des victimes. Ça, c'est des actes de courage qui sont magnifiques. C'est absolument magnifique, rien à redire, mais on remarque en fait les mêmes actes de courage de la part de quelques hommes qui étaient dans le bazar, notamment le docteur Feulard, qui a sauvé sa femme en l'emmenant, la traînant hors du bazar et qui est rentré dans l'incendie pour sauver leur bonne et sa fille. Et il est mort, on a retrouvé son corps parmi les victimes pour sauver cette jeune fille et cette jeune femme. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet épisode tragique, Geoffroy ? Eh ben, une très belle chapelle, la chapelle Notre-Dame de Consolation, qui appartient à l'association du Mémorial du Bazar de la Charité. C'est une association de descendants des victimes, des 126 victimes, et qui a succédé à la SCI d'origine. Et elle a fait construire cette très belle chapelle en style néo-Louis XVI, et des prêtres célèbrent des messes pour le repos de l'âme de ces personnes qui sont mortes là-bas, parce que finalement ces personnes sont mortes victimes de leur dévouement. De leur engagement, etc. Et on a représenté dans la chapelle certains personnages, certaines âmes qui vont vers le Christ en leur donnant justement les traits de victimes qui sont mortes dans l'incendie du bazar. Et il y a un endroit très émouvant, c'est dans le petit cloître attenant au bazar. On voit des objets qui ont été ramassés sur les lieux de l'incendie. Il y a des petits morceaux de chapelet, il y a des jouets d'enfants, des petites poupées. Qu'on a conservés en hommage aussi. Qu'on a conservés vraiment par piété vraiment pour les victimes. Et tout ça forme vraiment quelque chose de
de très émouvant. Et surtout, ça nous rappelle le rôle fondamental que jouait la charité privée, comme toute initiative privée, même aujourd'hui, à une époque en tout cas où la sécurité sociale n'existait pas. Bien sûr. Et donc, le sort des plus pauvres dépendait beaucoup de ces ventes-là. Et c'est très beau parce que cette chapelle perpétue le souvenir de cette vertu qu'on a beaucoup oubliée aujourd'hui à cause de la solidarité laïque, alors qu'en fait, elle lui est tout à fait complémentaire. Et c'est vrai qu'un journaliste de l'époque a été particulièrement inspiré parce qu'il a parodié la phrase d'Adolphe Thiers au sujet de notre régime politique qui a mis bien du temps à s'installer. Et ces journalistes écrivaient au sujet de cet épisode de l'incendie du bazar de la Charité: de tous les régimes, celui qui nous divise le moins, c'est la charité. Vous avez l'art pour le mot de la fin. Merci beaucoup Geoffroy Caillet. Merci pour cette très belle chronique sur ce moment d'histoire, le bazar de la Charité, ce terrible incendie que vous nous avez si bien raconté. On vous retrouve évidemment lundi prochain et moi je vous dis à demain, même lieu, même heure. Excellente soirée sur le Figaro TV.